commencez tout de suite à étudier ce qui se passe au niveau de l'intelligence artificielle. N'ayez pas peur de perdre votre job. Au contraire, les gens qui vont réussir dans les 5 prochaines années, c'est ceux qui vont réussir à intégrer l'intelligence artificielle dans leur travail et non penser que ça va les remplacer. Bonjour tout le monde, bienvenue à Tout le monde a toujours raison, surtout quand ils sont d'accord avec moi. JP, ça va bien? Numéro 1, toi? Là, si vous ne me connaissez pas encore, là, c'est allez écouter les autres podcasts d'avant. Jean-Pierre Vaillancourt, Luc-Étienne Gagnon, c'est toujours ça ton nom? T'as pas changé? C'est bon, personne ne te court après. Moi, c'est encore Ghislain Roy. Puis, ben là, c'est un épisode, comme on en fait quelques fois, juste nous trois. Puis, on va parler principalement de nouveautés, CES 2023. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, là, c'est les nouvelles technologies qui vont être lancées. On va faire le tour de plusieurs sujets, je pense. Mais on pourrait débuter dans l'intelligence artificielle, OpenGPL, puis OpenAI, qui font pas mal toutes les manchettes, puis qui vont faire les manchettes pas mal toute l'année, d'après moi. Là. OpenGPT. J'ai dit quoi? GPL. Oui, désolé. C'est correct. C'est ça, ça vient en fait de OpenGL, puis ça, c'est ça. Les drivers de vidéos 3D, exact. Parlons des dernières nouvelles. Là, juste pour que vous sachiez, on filme toujours environ 3 semaines, 1 mois avant que vous voyez l'émission. Donc, on va parler de ce qui est courant en ce moment. Il n'y aura pas de temps d'évolution, je pense, dans les prochaines semaines. Là. Ça devrait être correct. Là. Non. Puis j'expliquerai pas non plus. Je pense que c'est assez populaire qu'on n'a pas expliqué c'est quoi. On peut aller rapidement. Tu es super bon là-dedans. Est-ce que tu aimerais expliquer un petit peu? Super bon pour le vulgariser, c'est ce que tu me dis constamment. Oui, c'est le meilleur vulgarisateur au monde. Donc, ChatGPT, intelligence artificielle, textuelle, auquel tu peux poser des questions de toutes sortes, demander de la rédaction, de la révision, même du code, et qui te retourne des réponses, ma foi, assez impressionnantes et qui, en ce moment, fait polémique et jaser beaucoup. Là, donc, oui, puis la compagnie en arrière de tout ça, donc OpenAI, c'est une entreprise qui développe plusieurs volets d'intelligence artificielle, en fait. Et puis c'est pas les seuls. Hein? Il y a beaucoup d'entreprises en ce moment. Mais là, tu vois, Microsoft a des parts dans OpenAI. Là, il parlait d'intégrer cet outil-là dans Bing. Exact. Bing qui a toujours été l'underdog par rapport à Google qui domine depuis de nombreuses années. Mais depuis très longtemps, plus performant que Google, il faut le dire. Oui, mais le chiffre, c'est pas nécessairement fait dans l'utilisation. Exact. Là, ce qui est discuté, c'est quel impact ça va avoir sur la guerre des browsers puis des engins de recherche. C'est sûr que Google est aussi en train de développer ses propres outils. Ils n'ont juste pas lâché In the Wild encore. Ben, je peux te couper là-dessus. Il y a eu une dépêche dernièrement comme quoi... Peut-être hier, parce que... Oui, hier, en fait. Non, hier. En tout cas, moi, je l'ai appris hier que la dépêche avait été faite. Il y a un mois. Pour tout le monde, ça, il y a un mois. Là. Oui, il y a un mois, exact. Oui, c'est vrai. Mais Google avait été averti que ça s'en venait, puis Google disait oui, on le sait, puis mettait le frein. Toujours. L'ouverture de ce qui se passe en ce moment dans les dernières semaines puis dans les prochaines semaines fait que là, tout le monde est à l'urgence, puis c'est code red à Google. Merde, on est en retard. Oh. Ouais. Je me demande en retard à quel point, parce qu'ils ont énormément de technologie AI. Tu sais, même dans Google Cloud, il y a des services pour développer des solutions AI. Fait que, ils doivent être la notion de retard relativement floue. Là, c'est peut-être plus au niveau de l'acquisition de données, comment, tu sais, c'est de se faire damer le pion. Ouais. C'est de se faire damer le pion à l'intégration du AI à l'intérieur de leur engin de recherche. C'est au niveau de la recherche humaine puis de l'interaction avec les humains pour faire augmenter le volet autodidacte, intelligence artificielle, parce que ça, c'est toujours en laboratoire, c'est toujours à l'intérieur de leur écosystème. Tandis que là, avec OpenAI, ils viennent d'ouvrir les valves. Oui, il ne faut pas oublier que l'AI, au-delà de la technologie, c'est une guerre de données. Là. C'est exactement ce que c'est. Aussi. Fait que c'est vrai que de prendre l'avance, plus c'est tu ça. fais de la machine, plus tu as de rétroaction, plus tu peux alimenter la machine et c'est une roue sans fin. Là. Ben, c'est la conversation qu'on a, puis que sûrement on ouvrira le débat un peu plus après, mais moi, c'était l'argument que j'avais. Un et autre actionnaire de OpenAI, c'est Elon Musk. Elon Musk est aussi évidemment en arrière de Neuralink. Puis Elon Musk vient d'acquérir la plus grosse base de données d'interaction humaine au monde, qui est Twitter. Fait que c'est intéressant de voir que ce gars-là, il est rendu aussi impliqué directement. Puis il y a d'autres volets
d'intelligence artificielle sur lesquels ils travaillent, là, mais juste ces trois-là. Et puis ça, j'étais content que tu apportes ce point-là parce que des fois, on voit des moves que Elon fait en disant il est fou, là, il achète une plateforme qui est déficitaire depuis des années, il paye des milliards pour ça, puis on peut pas dire que ce qu'il a fait dans les 2 derniers mois a aidé ses détracteurs. Non, au contraire, c'est comme il donne quasiment. Puis il a l'air de trouver raison. ça très drôle. J'ai hâte de voir quelle tournure il va donner à ça pour dire vous voyez, comme vous avez rien vu, là, Smoke Ça, and Mirrors, vous avez rien vu aller, puis boum, je repars. C'est pas un cave, là. Il fait pas des moves de 40 milliards juste pour le fun. Je comprends qu'il y a de l'argent, là, mais Alors, tout le monde a ri aussi quand il disait qu'il faisait atterrir des fusées à la verticale puis les récupérer en pleine mer. Il y a personne qui croyait à ça. Là, imagine que tu es OpenAI puis tu te dis OK, je vais rouvrir les valves à interaction humaine. Je pense qu'ils ont eu 5 millions de requêtes à l'intérieur de la première semaine, qui est quand même incroyable, de membership à l'intérieur de la première semaine. Imagine que tu dis OK, on prend le même moteur de self-learning via les interactions avec les humains, parce que c'est ça, hein, l'objectif d'avoir ouvert ça au public, c'est juste que pour que la machine apprenne à interagir, puis étudie, puis en posant ces questions-là, ça la force à faire la recherche, puis ça la force à avoir une réponse. Et c'est pour ça que les réponses sont de meilleure en meilleure. Mais là, prends ça, là, puis dis, hey, tu sais quoi? Prends la base de données de Twitter qui existe depuis 2007, puis regarde toutes les interactions humaines dans ça, les liens, les recherches, les positions politiques, les nouvelles. Vas-y, lâche-toi là, ma petite intelligence artificielle. Puis après ça, je reste propriétaire de l'information qui va avoir été requise sur ma plateforme. Parce que là, il peut faire ça. Il peut dire tout ce qu'OpenAI trouve comme information reste propriété de Elon Musk International. Right? Ça peut être ça, là. Ça devient intéressant, là, comme perspective. Ça peut aller loin. Ça peut aller loin, là. Ouais, c'est quand même... C'est reconnu comme étant la plus grosse base de données d'interaction humaine directe. Fait que, on pourrait dire, oui, mais Justin, Messenger, Facebook, Instagram, mais c'est pas la même chose. L'interaction n'est pas directe. Elle n'est pas d'individu à individu avec des réponses... non, c'est clair que Twitter, c'est assez massif à ce niveau-là. Là. C'est énorme. Là. Puis le recul dans les bases de données est de jour 1. Il n'y a pas eu de clean-up de bases de données. Là. Non, tout a été gardé. Tout est là. Depuis le début. Là. Ouais. Fait que là, bon, où est-ce que lui, JP et moi, on s'en rejoignait pas trop, c'est comment il va se servir de ça avec Neuralink. Puis est-ce que, est-ce qu'il va y avoir un lien entre Neuralink puis ça, puis en fait, c'est pas tant ça qui m'intéresse, c'est de savoir qui est en charge de ces trois technologies-là. Il y a un pouvoir immense, avec ça énormément de choses. Exactement. Parce qu'il risque d'être dans une grosse partie de nos vies de plus en plus. Oui, puis tu sais, Neuralink, là, c'est bidirectionnel. Là. Oui, c'est certain. Right? Fait que le gathering d'informations de Neuralink peut être une source énorme d'informations encore à nourrir à l'intelligence artificielle. C'est ça qui m'intéresse le plus de Neuralink. C'est vraiment le parti. Je sais qu'il y a un côté médical et tout ça. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie interfaçage, le raccourci entre nos données, les suite, au lieu que ça soit rendu dans notre poche et ça peut être connecté directement dans notre tête. Bon, ça sonne très utopique, futuriste, là, mais c'est pas futuriste, on est là. On est là. On est là. On a déjà rétabli la vision d'une personne. Right? Ça a déjà fonctionné. C'est ça, le Parkinson aussi. Exact. Le problème qu'on a en ce moment, c'est que le filament est trop fragile. Fait que le filament du Neuralink, entre la puce puis le cerveau, fait que c'est en surface seulement pour pas qu'il y ait une chirurgie massive. C'est en surface seulement, puis c'est ultra léger. Puis le filament, là, c'est mince que si tu fais juste... tu sais, il va partir au vent même s'il n'y a pas de vent, là. Tellement que c'est léger. C'est tellement mince. Fait que la fragilité est débile. Prends un Gauge 8, puis ça réglé. Non, mais c'est tellement petit que c'est pas un humain qui fait l'installation, c'est une machine parce que l'humain n'est pas assez précis. Exact. Ouais, exact. Ils ont développé leur propre machine pour faire l'installation. Et t'imagines, il y a un petit choc électrique. C'est sûr que ils ne peuvent pas se planter. Quand tu touches au cerveau, là, tu n'as pas une grosse marge d'erreur. Mais c'est sûr que moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup, mais en ce moment, je sais qu'ils utilisent l'intelligence artificielle chez Neuralink, mais probablement plus pour, vu que les cerveaux sont différents, interpréter les signaux et être capable de transposer ça de façon intelligente. De là à dire, moi, je vois pas de lien entre l'intelligence artificielle directe et dire, le lien entre Twitter et Neuralink, je le fais pas. Oui, non, moi, c'est plus au niveau de la connaissance puisée au niveau de l'interaction humaine. Puis avec Neuralink, c'est que
si on regarde le synopsis de l'objectif de Neuralink à long terme, c'est de raccourcir le temps de réponse du cerveau humain dans la recherche. Ce qui veut dire qu'avoir l'information, quand tu réfléchis à... Tu sais, ton Google Search, là, il est dans ta tête. C'est-à-dire, je me demande qu'est-ce que c'est le square root de 6 675 000. Même si tu n'es pas un génie, toi... 102,3. Non, je... Ben, c'est même pas un chiffre, ça 102. aurait dû finir parce qu'on n'aurait 102,3. pas pu t'ostiner. Les gens qui n'ont pas un développement mental extrême auraient ça de plus. Puis ceux qui sont déjà brillants auraient encore plus accès à la information encore plus rapidement. Ben c'est ça. Déjà, on le voit dans le sens que on s'entend là. Tu fais tout ce qui est vraiment théorique, ce qui est connaissance. Avant, c'était quoi? Bon, tu as besoin d'apprendre sur un sujet. Va à la bibliothèque, trouve une carte, trouve le livre. Les livres, comprends, apprends. Maintenant, bon, Internet. OK, donc Internet, site de répertoire, clique, trouve une information, lis, apprends, c'est plus rapide. Maintenant, c'est rendu, les moteurs de recherche sont hyper performants. Tu l'as sur ton téléphone. Fait que maintenant, tu sais, ça vient de plus en plus comme réduire, mettons, la nécessité d'apprendre, tu sais, les capitales du monde, dans le sens que tu les as, ces connaissances-là. Puis plus l'interface va être accessible, plus ça va devenir un peu désuet, dans le sens que tu vas avoir accès à cette information-là qui est quasi infinie. Je suis d'accord. Je te dirais que le différenciateur, c'est au niveau de la recherche. Les gens ne recherchent pas. La majorité des gens ne connaissent pas le nombre d'États qu'il y a aux États-Unis ou le nombre de provinces qu'il y a au Canada. C'est plate, c'est triste. 103,2. C'est pas ça, c'est la réponse. C'est pas ça. Mais la majorité des gens ne savent pas c'est quoi la capitale de leur propre province. La majorité des gens... Écoute, il y a des gens qui croient que tu dois traverser l'océan pour te rendre aux États-Unis ou vice-versa. Right? Bon, fait que cette recherche-là, les gens ne la font pas. Mais avec un système d'intelligence artificielle, de poser la question, c'est d'y répondre. Exactement. Fait que c'est ça qui est intéressant. C'est que là, il y a une conscience intéressante ou épeurante, là, ça dépend comment tu vas le voir, mais il y a la conscience globale va où s'améliorer ou... Oui, parce que là, la question est de savoir qui alimente quoi. Exact. On le voit là, pendant la pandémie, tu sais, boy. Non, mais tu sais, comme deux camps complètement séparés oui. qui sont convaincus d'avoir raison chacun de leur bord. Là, oui. Puis, fait que là, à un moment donné, tu dis, puis on connaît les positions d'Elon sur certains points. Fait que, à un moment donné, quelle influence, quel impact ça va avoir dans ce avec quoi la machine va être nourrie, puis ce qu'elle va redonner comme information par la suite. Qu'on soit d'accord ou pas avec un sens ou l'autre, la droite, la gauche, le centre, whatever you want, la réalité, c'est qu'actuellement, l'information, elle est manipulée. Ça, il n'y a personne qui peut nier ça. Puis l'autre chose, c'est que quand tu ne penses pas comme un certain groupe de personnes, il y a des chances qu'ils t'effacent de la conscience sociale, right? D'une façon ou d'une autre. Là, ça a été prouvé, là, right? Fait qu'ils sont en train de le faire à Peterson, ils l'ont fait à plein de monde avant ça. Si tu n'es pas d'accord avec nous autres, on te cancelle. Our way or the highway. Mais au-delà de ça, je pense que là, ce que tu t'enlignais, c'est de dire, exemple, tu fais une recherche Google, tu as accès à 472 pages de résultats, tu filtres, tu cherches, tu fais des recherches supplémentaires jusqu'à ce que tu trouves une réponse. Ouais. Tu poses une question à ChatGPT, il va te trouver une réponse. Dans le sens que il va formuler une réponse. À partir du moment que tu as un accès, puis tu as un accès subconscient ou vraiment un implant qui donne un accès à l'information, qui formule cette réponse-là? C'est quoi la source? Qui dit que ça, c'est la bonne information? Parce que si tu te demandes, exemple, est-ce que la Terre est plate? Puis que tu te fais fider oui, est-ce que, tu sais, ça devient quoi la réalité, la vraie information? Parce que tu n'auras pas plusieurs réponses. Mais quand je dis ça, selon mes sources, dans le futur, tu n'auras pas plusieurs réponses avec un implant. Parce que je veux dire, c'est un moment donné, il faut... sinon, ça devient juste un bruit d'information, tu sais. Fait que ça devient hyper dangereux. Qui contrôle ce filtre-là? C'est quoi la réponse? Oui. Puis tu sais, je quote. Comment on dit quote en français? Cite. Je cite souvent Isaac Asimov, que je dis toujours, c'est le père de la robotique. Si vous ne le connaissez pas et que vous voulez moindrement savoir c'est quoi le futur de la robotique et de l'intelligence artificielle, vous devez de lire les études scientifiques d'Isaac Asimov, puis les romans si vous voulez. Mais, ou écoutez, tout le monde a toujours raison. Oui, pour avoir toutes les réponses. Oui. Mais donc, tu sais, là, tu m'as fait
perdre complètement mon fil d'idée. Isaac Asimov, tu disais, pour avoir une idée de ce qui s'en vient. Oui, donc, c'est ça. Donc, lui, dans sa théorie, l'intelligence artificielle va surpasser l'intelligence humaine, ce qui est logique. Puis, le problème de ça, c'est quand puis la révolution qui va se faire aussi, c'est que quand l'intelligence artificielle, c'est elle qui va prendre le contrôle de l'information qui est divulguée à l'humain. Ça ne sera plus l'humain qui va contrôler l'information, c'est l'intelligence artificielle. Puis à un moment donné, elle va s'être créer une conscience robotique, mais une conscience puis elle va déterminer c'est quoi la direction qu'elle veut que ça prenne. Qu'est-ce qui va être le plus, désolé pour les anglicismes, le plus efficient? Qu'est-ce qui va rendre l'humain le plus... Pour notre bien. Eh oui, pour notre bien. Même si, pour nous, maintenant, mis au fait de tout ça, on trouverait que ça ne fait pas de sens de s'en aller dans cette direction-là. Mais exactement. Non, mais it's for your own good, parce qu'en tant qu'humain, you're flawed. On est plein de défauts. Puis, on doit corriger ça. Alors, voici ce que je vais vous donner comme information. Voici comment je vais placer mes billes. Oui, pas parce que j'ai besoin que tu ailles du point A à B. Dans le rang, puis se comportent comme des bons petits soldats. Là. C'est exactement ça. Fait que là, dans sa théorie d'Asimov, c'est que l'humain va éventuellement se rebeller contre la robotique et bannir la robotique, mais ça va continuer à évoluer autrement. Puis en tout cas, bon, ça c'est super intéressant par rapport à ça. Mais tu sais, Elon Musk, il a quoté encore, excusez, il a cité Asimov des millions de fois. La majorité des scientifiques en robotique prennent la règle des 3 lois de la robotique, viennent de Asimov. Mais ce qui est intéressant, c'est que pas tous. Fait que la Chine, en ce moment, développe la robotique, le Japon développe la robotique, mais il y a des pays qui ont décidé de ne pas installer la règle des trois lois. Fait que là, on s'en va ailleurs avec ça. T'sais. On ne sait pas où on s'en va après ça. T'sais. Ça en prend une population, ça prend un bassin de scientifiques qui décide d'ignorer les warnings. Qui dit, regarde, moi, je fais ce que je veux, je suis un grand garçon, puis ça dérape à partir de là. Complètement, oui. Un peu comme quand on est allé, c'est pas la fusion... Je cherche quelque chose. Ça, c'est un autre... Je pense pas qu'on va embarquer dans cette conversation-là, mais tu sais, pendant des années, on a dit qu'on ne devrait pas essayer de faire la fusion pour aller chercher au niveau atomique, là, mais... non, plus loin que ça. Ce qu'ils ont fait, que ça a pris un tunnel de 6 pays là, pour aller faire dans le milieu. Là. Tu veux dire les Super Colliders, là, pour aller chercher sur tous les quarks? Je connais vraiment pas grand-chose. Créer la première énergie morte, là. Colin. C'est-tu plate quand tu essaies de citer quelque chose puis ça te sort de la tête? Là? La physique quantique, je connais pas grand-chose là-dedans. Bon, mais c'est parce qu'il y a une supernova, puis le contraire d'une supernova, c'est quoi? Comme un black hole. Une ordinaire nova, je sais pas. Pardon? Ouais. Singularity, c'est ça? Oui, le petit point, exactement. Bon, on a réussi à le recréer, puis ça donne assez d'énergie pour 3 ou 4 ou 6 soleils. Là. Right? Mais c'est le même principe, right? Ils ont été avertis que s'ils font ça, ça pourrait mettre un terme à notre galaxie. Ils ont dit faites attention parce que vous pourriez créer une fissure dans nos réalités puis commencer une deuxième fourche de la réalité. Il y a plein de choses qui peuvent être créées à cause qu'on est allé créer cette fusion-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont fait pareil. Ils ont dit ben ouais, mais on pourrait avoir plus d'énergie. Tu peux tuer la race humaine au complet. Oui, mais je peux aller chercher plus d'énergie. Ils l'ont fait. Ça fait quoi? 6 ans? 6 ans? Puis d'ailleurs, il y a plein de monde qui disent ben justement, on a shifté la réalité à partir du jour que ça s'est arrivé. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est une autre théorie que j'embarquerai pas dedans parce que j'en connais pas. Moi, ça va un peu loin, nous, c'est pas ça, un peu la mécanique quantique, là, comme le truc du chat là, qui est dans une boîte, qui est-tu mort, il est-tu vivant, jusqu'à temps que tu l'ouvres, bref. Mais le nombre de réalités diffère à chaque. Oui, non, mais le nombre de réalités. Loin, ouais. Mais tu sais, depuis Einstein et depuis. C'est quoi celui qui était.
Le dernier cerveau là, qui vient de décéder, là, Stephen Hawking. oui, Stephen Hawking aussi. Les multivers, les différentes réalités, c'est quelque chose qui a été prouvé. Prouvé, c'est exactement. Que tout est plausible. Mais dès qu'on en parle, je veux dire, en tout cas, pour nous, en tant que néophytes, on tombe littéralement de la science-fiction, dans le sens qu'on s'y connaît pas. Nous, ouais. C'est de la science, en fait. Oui, puis on n'est pas des scientifiques. Parce que la phrase que moi, Charles, ça vient de la fiction, dans le sens que je ne m'y connais pas, fait que je tombe dans le... Oui, c'est ça, exactement. Mais mon point, c'était pas tant sur si c'est vrai ou pas vrai ou whatever. C'est plus sur le fait que l'humain a tendance à s'en foutre complètement. Tu sais, dire, fuck it. C'est parce que c'est intangible, puis ça... Tu sais, c'est hyper intangible, ces théories-là, pour la majorité des gens. Fait que, puis encore de se faire dire que tu es capable de le prouver mathématiquement, ou est-ce jusqu'à temps que ça devienne réel, c'est hyper dur à conceptualiser. On parle de multiples dimensions. C'est Black Matter. Excuse, je t'ai coupé. Black Matter. Bon. La matière noire. Pas Black Lives Matter? Non. Ça aussi? Non, mais quand tu parles, c'est pas tangible. On essaie de sensibiliser les gens au réchauffement climatique qui est de plus en plus présent, puis le monde n'y croit pas. Fait encore moins quelque chose qui est comme encore plus abstrait en termes de conséquences puis de ce qui peut arriver dans le futur. C'est à la fin de la journée, là, j'ai besoin de nourrir mes enfants puis d'avoir un toit sur la tête. C'est ça le base de 80. Parlons-en de la masse. Parlons-en de la masse puis de l'intelligence artificielle. Moi, c'était ça un petit peu la conversation que je voulais avoir avec vous autres. Où est-ce que l'automatisation, la rédaction automatique, la robotisation qui est vraiment en ce moment à un niveau extraordinaire. On est rendu avec des robots qui marchent sur 2 pieds, qui ont des expressions faciales. Faites des recherches un petit peu, vous allez voir, là, on est rendu très loin dans la robotique. Bon, on intègre ça avec l'intelligence artificielle qui est en train de se développer en ce moment. C'est vrai que dans les 3 prochaines années, la classe ouvrière va voir une grosse diminution des postes disponibles. Puis l'automatisation va s'augmenter. Bien, il va supplanter ça. On est en pleine crise d'emploi. On a de la misère à avoir des gens qui veulent remplir ces postes-là, qui souvent sont redondants, où il n'y a pas de spécialité, il n'y a pas de valeur ajoutée d'avoir un humain ou un robot qui le fait du moment qu'il y a un robot qui est capable de le faire comme du monde. La barrière avant était le coût de la robotique versus engager l'humain au salaire minimum. Ouais. Mais là, je ne suis pas capable de l'avoir, l'humain, même quand je double le salaire. Donc, on fait quoi? Ouais, mais ma business, il faut qu'elle roule quand même. Fait que je vais le robotiser, puis mon Tim Hortons va arrêter d'être fermé. Il va pouvoir être ouvert 24 heures sur 24, puis il n'y aura plus de. Mais on va plus loin que ça. Là, on parle de rédaction de texte. On parle de programmation de site web. Ah, aussi, là, oui, mais là, tu sais ça, là, on embarque dans... C'est plus le gars qui ramasse des fraises dans le champ. Là c'est le photographe. C'est le designer web, c'est de dire à ta machine, je veux un site web qui vend tel produit, tel produit, tel produit. Je veux que ça crée un landing page, je veux que ça fasse ça. Voici les images que j'aimerais avoir. Puis là, on peut peut-être pas là, mais d'ici les 2-3 prochaines années, là, ça va être livré. Ah, tu vas pouvoir juste expliquer ce que tu veux. Puis exactement. Fait que ça, là, c'est des travailleurs autonomes qui perdent leur travail. Fait que mon point de ça, c'est... puis j'en ai parlé avec JP rapidement. Les métiers de l'avenir. Oui. Fait que depuis une quinzaine d'années, puis Reynaldo Mendoza, il va être bien d'accord avec ce que je vais dire là. On pousse beaucoup sur le fait que tu n'as pas besoin d'aller aux études. Les études, c'est pas si important. La dette étudiante, c'est pas si pire. Excusez-moi, on stupidifie la populace en disant qu'ils ne devraient pas aller aux études quand c'est extrêmement important. Et l'avenir, et tous les postes de l'avenir qui vont être significatifs vont être des gens qui vont être à l'université, puis qui vont être là ou en ingénierie, ou pour parfaire l'intelligence artificielle, ou pour développer des nouvelles technologies, parce que tout va s'en aller vers ça, vers la nourriture, l'optimisation de la bouffe, parce que tous les autres jobs vont être prises. Oui, mais tu sais, ça peut être l'université ou juste quelqu'un qui... Les quelques exceptions, des fois, qui vont avoir été autodidactes parce que l'école n'allait même pas assez vite pour eux autres, puis qui l'ont appris sur le tas, puis qui vont être des pionniers dans leur domaine. Mais pour vrai, là, j'ai regardé statistiquement les gens qui réussissent dans tous les domaines, là, puis qui ne sont pas allés aux études. Là. Nos millionnaires, dizaines de milliards, nos multimillionnaires puis nos milliardaires, là, ça ne représente même pas 0,05% des succès qui n'ont pas été à l'université.
Oui. On parle next level, right? La prochaine étape, oui, il y a des gens qui sont autodidactes, mais ce qu'ils représentent en pourcentage versus, tu sais, moi, je ne peux pas promouvoir de ne pas aller aux études juste pour la structure que tu apprends. Right? T'es Oui, mieux parce que d'y aller parce puis qu'il y a beaucoup de couler ça, il y a ça, que pas y aller. Il y a ce que tu apprends en termes de connaissances, que tu Exact. peux aller chercher maintenant ailleurs qu'à l'université. Oui. Les livres, l'accès à l'information est tellement gigantesque maintenant, Oui. mais c'est... Moi, ce que je réalise de mon parcours universitaire, c'est ça, c'est plus la méthode qu'on a apprise, Oui. puis qu'on a T'apprends à appliquée, faire les recherches adéquates. apprendre à comment raisonner, comment être en solution de problème, tu sais. Puis c'est ça qui n'est pas concret nécessairement quand tu es dedans. Là, tu te demandes, OK, pourquoi je fais ça? Mais qu'après coup, des fois, ça ressort dans... Écoute, moi, dans le temps, là, quand j'ai appris à faire du web, là, ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'école qui apprenait l'HTML. Right? Ça n'existait pas. Fait que, tu sais, je suis allé, puis j'ai gratté, puis là, il y avait, je ne sais pas c'est quelle université qui avait inventé Mosaic, le premier browser. Puis là, il fallait que j'aille dans leur code comprendre comment tu affichais une image. Puis tu sais, j'ai appris sur le tas comme ça. Puis après ça, ils ont créé un premier livre qui disait, je pense que ça a été le premier for Dummies, en fait, HTML for Dummies. Et là, j'ai appris sur le tas, puis j'ai évolué. Après ça, c'était Oracle. Après ça, c'était ci. Après ça, c'était ça. Mais là, on est rendu à un point tellement évolué au niveau de la technologie que si tu ne pars pas avec une base solide, puis si tu penses que tu vas rattraper le temps tout seul, tu en as pour 25 ans à rattraper le temps tout seul. Puis non seulement ça, mais si tu ne sais pas comment faire tes recherches, tu as tellement de mauvaises informations. Parce que pour chaque bonne réponse que tu trouves sur le web ou sur ton YouTube ou avec ton influenceur préféré, il y a au moins 10 000 mauvaises réponses. C'est sûr que l'éducation va évoluer, tu sais. La question, c'est, parce que là, on parle, mettons, universitaire, on parle de 10 ans d'universitaire, mettons, exemple, un doctorat. Mais ça va être la job, right? Oui, mais si on parle, exemple, ce qu'on a besoin, les connaissances, vous ils vont être accessibles au bout de nos doigts tout le temps facilement. Oui. La question, ça va être de dire, c'est ça, la compréhension, être capable de raisonner, tu sais, des cours de philosophie, des cours d'utilisateurs, comment utiliser ces technologies-là, des cours de la méthodologie scientifique, justement l'étude scientifique, faire de la recherche, être raisonné, ça va être essentiel. Mais ce que je pense qui va être différent, c'est que ça va devenir relativement... La façon dont on en parle, c'est si les connaissances sont déjà accessibles, ça va devenir relativement normalisé, dans le sens que les études pour devenir un développeur versus, ou développeur ou faire de la recherche en développement, peu importe, versus faire des études en recherche de mécanique auto, je veux dire, ultimement, ça va être un prix de connaissance parce que les faits vont être disponibles constamment. Moi, mon argument, il n'est pas tant sur te rendre à travers ça. Moi, mon argument, c'est de dire que l'emploi du futur, c'est d'étudier. Moi, je crois que l'emploi du futur, c'est la recherche et le développement. C'est d'être dans des laboratoires, c'est d'être en mode d'apprentissage et de développement pour pouvoir... Je pense que les gens qui vont travailler dans le futur, ils vont travailler à tester des choses, à développer des nouvelles choses, à étudier la science, des façons de survivre hors planète. Je pense que c'est ça le futur des emplois, en fait. C'est ça que j'essaie de dire. Mm-hmm. C'est que là, en ce moment, on dit les études, c'est pas on, là, mais beaucoup de personnes, ou ce qu'on promouvoit, c'est que les études, c'est pas important parce qu'on peut être autodidacte, ou ouvrir une business, ou faire du dropshipping. Là. Je sais pas si vous le savez, là, mais des gars qui ont vraiment fait des millions en dropshipping, là, il n'y en a pas des millions. Là, mon fils, là, il veut se partir sa business là-dedans. Là. Mais c'est correct parce qu'il a quel âge ton fils? 16 ans. Ben, c'est parfait. C'est correct, à 16 ans, c'est le temps de faire du dropshipping. Il y a un apprentissage à faire aussi, puis je veux dire, tu n'as pas les mêmes objectifs monétaires aussi. Il y a même besoin, là, on s'entend. Là, c'est ça. Fait que, puis il peut réussir. C'est le temps d'expérimenter. S'il y avait travaillé avec Canet puis mettrait sa maison au bat puis qu'il y avait une famille pour faire ça, peut-être que tu n'aurais pas la même discussion avec qu'à 16 ans. T'sais. Mais non, exactement. On te l'avait dit de pas en faire de dropshipping aussi. Je sais. Ouais. J'ai plus rien. Oui, mais lui, dropshipping, c'est pas ça. Là. C'est Uber Eats. Ça, je suis client. Lui, c'est ça, il n'envoie pas les colis, il les reçoit. C'est de la bouffe. Il a inversé le concept. On a le droit de faire ces jokes-là avec JP parce que c'est lui qui roule les portes d'habitude. C'est acceptable. Moi, je fais jamais ces jokes-là. Je suis pas capable de regarder, là, mais je fais jamais ça. Tu regardes tout. On vous parle à vous trois. La grossophobie, c'est pas drôle. Non, c'est vrai. C'est quoi la grossophobie? C'est la peur des gros? La grossophobie, c'est pas de rire
Mais c'est d'avoir peur. Une phobie, c'est d'avoir peur. Est-ce que c'est la peur d'être gros ou c'est la peur d'être gros? Écoute, c'est une excellente question sur la définition, mais... c'est une question légitime, là. C'est comme une grossophobie. T'as-tu peur là, des personnes qui sont grosses ou t'as peur de devenir gros? Ou est-ce qu'un inclut l'autre? C'est une excellente question. Ça, c'est le temps de prendre la puce. Oui. C'est quoi la définition C'est exacte? ça. Ou d'aller faire des études universitaires sur la grossophobie. Nous, on a vraiment besoin d'intelligence artificielle, par contre. Je vous le dis tout de suite. Là. C'est assez clair que... Je sais qu'on parle beaucoup de grossophobie quand justement on fait du body shaming et ainsi de suite sur certaines personnes. Fait que j'imagine que ça serait peux faire la représenterait recherche. plus la phobie ou la peur de normaliser ou de promouvoir mon état de pas de santé. Moi, je pense que c'est la peur, de devenir, ou je sais pas, gros. Est-ce que ça existe, premièrement? Gros soupe. Le terme, oui, il existe. Après ça, est-ce que je l'utilise bien? Je veux dire, tantôt, on parlait de théorie des corps. Wikipédia. Je suis pas mal sûr, j'ai mal utilisé la moitié de ces termes-là aussi. Fait que, Oh, mon Dieu, OK. Non, c'est tout. de tout. Ouais, alors, la grossophobie, c'est... Ghislain devrait mettre des lunettes quand il lit un texte. Non, c'est pas ça qui est écrit. La grossophobie est l'ensemble des attitudes et des comportements hostiles qui stigmatisent et discriminent les personnes souffrant d'un excès de grâce corporelle. Donc, je t'inclus. C'est bon. OK, on est correct. C'est relatif. Je pense qu'il y a une certaine quantité d'accès. Non, il n'a pas marqué quantité. Ils ont dit juste un Bref. excès. Lui, il est correct. Lui, il ne peut rien dire. Tu vois. Il n'a pas dit un mot depuis le début. Oui, j'ai dit que je vivais la même réalité. Là, tu fais de la mégrophobie. La mégrophobie. Moi, j'ai fait ça longtemps, de la mégrophobie. Ah, on peut pas parler de discrimination. On est des hommes blancs. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bref, fait que... Ah, Ray, tu veux pas nous rejoindre pour nous aider un peu? Elle vient mettre un peu de diversité. Mais, fait que c'est ça. On diverge Oui, on a divergé en masse. énormément. Oui, mais c'est ça qui est le fun. Puis qu'on va revenir à l'intelligence artificielle. Fait que c'est ça. Donc, je pense que l'emploi s'en va vers plus quelque chose de plus de réflexion. Puis toi, tout ce que tu dis, en fait, si je comprends, là, tu vas me dire que non. Si je comprends bien, ce que tu dis, c'est OK, Ghislain, à cause de la facilité d'accès à l'information, d'apprendre quelque chose de complexe va se catégoriser comme d'apprendre quelque chose de simple. C'est plus dans le sens, j'ai le feeling que peu importe la spécialisation, l'espèce, on va dire, le curriculum de base va être pas mal le même pour tout le monde, puis que la surspécialisation va toujours être dans les connaissances. Ça c'était ta façon de m'expliquer. Ce que je veux dire, c'est que ce tu fais. la différence entre... Non, mais... Non, la mais différence OpenAI, j'espère que c'est capable entre un mécanicien d'autobus ou un, je sais pas, je vais aller neurochirurgien. Neurochirurgien. Bon, il y a la partie dextérité, mais au-delà de ça, qui pourrait être encore de la robotique, c'est la partie connaissance. Oui, c'est ça mon point. Connaître, arriver rapidement à une conclusion, réagir rapidement. Mais si tu as accès à cette connaissance-là instantanément, ben la formation que tu as besoin de savoir, c'est comment raisonner, comment utiliser ou avoir accès à cette information-là, comment faire cette recherche-là. À ce moment-là, ça devient... le curriculum va être similaire. Si on va vraiment dans un accès d'information instantané. Maintenant que la connaissance est accessible à tous, le monde va s'élever. Et mon Dieu, c'est pas ça qui est arrivé. On dirait que le monde sont comme de plus en plus... En fait, ça a été vrai jusqu'à la venue des réseaux sociaux. Pour vrai, là, ça a été le cas jusqu'à la venue des réseaux sociaux. Oui, et là, la recherche du clic, la recherche de la popularité a pris le dessus sur le message puis le contenu. Encore là, c'est parce qu'il y a un modèle d'affaires inhérent avec le web, qui est celui de la publicité. Oui, comme ça, tu parles de publicité, tu parles de mouvement de masse. Fait que ça vient dumb down un peu tout. Tout s'alimente par le bas plutôt que par le haut. Là, ça, on s'entend. L'autre limitation, c'est qu'au-delà de... Demain matin, tout le monde a les connaissances implémentées dans le cerveau. C'est un peu comme à la Matrix. Là, c'est comme, OK, download-moi le manuel d'instruction pour piloter un hélicoptère. Boum, OK, je l'ai. Mais ça va être les limitations physiques. Parce que là, soudainement, tu es supposé pouvoir tout faire. À un moment donné, le corps, il ne suit pas. Et là, ton cerveau il est capable d'accomplir des tâches impossibles, mais ton corps n'est pas nécessairement capable d'être au même niveau. Tu dis, il ne suivra pas ton mental? Ben, il ne suivra pas le mental, dans le sens que, maintenant, tu dis, OK, demain matin, on est tous à peu près égales au niveau cérébral parce que j'ai quelque chose qui me feed des connaissances
à la volée, sans que j'aie eu à les apprendre d'habitude. Mais va sauter, va faire un parcours de saut à la haie, puis oups, all of a sudden, on n'est plus sur le même pied d'égalité. Là, parce que là, c'est physique. T'sais. Encore là, quand on parle de technologie, on parle aussi de human enhancement. Ce que je veux dire, c'est rajouter, on parle d'exosquelette, on parle de... oui, c'est sûr qu'il va y avoir donc, de ça à ce moment-là aussi, ça vient normaliser. Après ça, qu'est-ce qui va différencier quelqu'un qui est successful versus quelqu'un qui ne l'est pas? Parce qu'on s'entend, cette notion-là va toujours exister. Il n'y a aucun humain qui va faire de l'humainerie, qui va accepter que tout le monde est dans un pied d'égalité. Qu'est-ce qui va différencier? J'imagine que c'est la partie un peu think outside of the box pour créer. Non, c'est financière. Ça va être des finances. Ça va être. Si tu veux gens avoir. Le monde c'est quoi le film avec garder les meilleurs upgrades qui vont devenir inaccessibles financièrement à la plèbe. Le film avec Robin Williams, là, c'est un très bon exemple là, où est-ce qu'il change chacun. C'est l'homme qui aura vécu le plus longtemps. Il y a un film avec Robin Williams qui est excellent à propos de ça, que lui, son personnage. D'ailleurs, c'est ça, son personnage, il vit pour toujours parce qu'il change toujours. Il est tout cybernétique, en fait. Puis à un moment donné, il dit moi, je ne suis plus capable de vivre. Là, ça fait 1000 ans que je vis. Je me déconnecte. Right? Puis tout le volet de ça, c'est que c'est les richissimes. La haute société a décidé de se garder tout ce qui est la cybernétique de qualité. Puis les autres, ils ramassent les scraps. Puis c'est sûr que c'est ça qui va arriver. Il ne faut pas se leurrer. Là. Comme tu as dit. Puis on ne pourra jamais non plus avoir une société où est-ce que... Moi, c'est ça ma peur. En fait, je regarde tout ça, puis c'est... Tu sais, l'affaire de Matrix, où tout le monde est plugué dans l'ordinateur, au niveau des emplois et tout ça, pour garder des échelons au niveau sociétaire, right? Puis disons qu'on réussit à tout automatiser, qu'est-ce qu'on va vouloir que... Puis nous, on fait partie de cette société-là, là, tout ce qui n'est pas multimilliardaire et même tous ceux qu'on ne connaît pas. Ça va être quoi notre utilité dans cette société-là? Où est-ce qu'ils vont nous mettre pour qu'on fasse ce qu'on a à faire? Est-ce qu'on va être pris dans des réalités virtuelles? Ils vont-ils nous plugger sur des télés à longueur de journée pour qu'on ne fasse rien? Qu'est-ce qu'il va faire à la société, là, à ceux qu'on veut garder à la base? Qu'est-ce qu'on va leur donner comme job? Parce qu'il faut les garder occupés, ces gens-là. Là. Comment on les garde occupés? Surtout que là, c'est que si on allonge, tu sais, à un moment donné, les gens ne meurent plus parce que le médical va avoir été poussé à l'extrême. Fait que là, on va pouvoir vivre beaucoup plus longtemps qu'à l'heure actuelle. Les ressources, à un moment donné, ne sont pas infinies. Ouais. Fait que si on continue à faire des bébés et à se multiplier, à un moment donné, il n'y a plus de place. Fait que, mais le problème des bébés, tu sais, c'est quoi? Là? Ça, c'est un problème. Le problème des bébés n'existe pas dans les sociétés développées. Le problème des bébés existe seulement dans les sociétés sous-développées. Toutes les sociétés développées font de moins en moins de bébés, puis toutes les sociétés sous-développées font de plus en plus de bébés. C'est de là l'idée de Gates d'aller dans le tiers-monde puis donner des contraceptifs. Fait que ça n'arrivera pas. Là. Plus la technologie va avancer, moins on va faire de bébés. Ça, c'est sûr. Puis tu as Elon Musk qui va faire ses serres hydroponiques puis faire pousser son pote sur Mars. Ben, Elon Musk, lui, c'est un gros fervent de l'augmentation de la population. Lui, il dit constamment qu'on manque de gens puis que c'est la recette du succès de l'humanité. Là. Mais il a raison dans un monde moderne occidental. Et si on importait les 3 milliards de Chinois puis on les répartissait à travers le monde, dans le monde occidental, puis qu'on leur donnait une économie, probablement qu'on arriverait au même résultat qu'on cherche à faire, à avoir qu'Elon Musk dit à faire des bébés. Il y en a des bébés, là. C'est pas les bébés qui manquent là, sur la planète. Il faut juste mieux les répartir. Ça. Ben oui. C'est comme... On va aller dans les familles, on va en prendre un, on va l'emmener. Ben, tu sais, c'est on voyait Raël avec ses vaisseaux. Raël. Hey, il est-tu encore vivant, là? Je cherche, là. Okay, mais il me semble c'est bien qu'on aurait entendu parler s'il ne serait pas. Et puis j'ai une autre question pour vous autres. Est-ce que Raël et la scientologie, il y a un lien? Est-ce que quelqu'un a déjà checké ça? Parce qu'ils ont quand même toutes les deux, ces deux religions similaires. Non? Personne ne sait la réponse à cette question? Dans les commentaires, j'aimerais savoir si Raël a déjà étudié en scientologie. Je serais curieux de savoir déjà la naissance de la scientologie versus la naissance des Raéliens. Qu'est-ce qui est arrivé quand, rendu là? La scientologie est beaucoup plus vieille que Raël. Okay. Les Raéliens, c'est Raël. Puis Raël, il est vivant. Puis l'autre, c'est quoi son nom? Attendez, là, mais c'est un écrivain. Hein? C'est un écrivain qui est devenu leader religieux. Donc, là, on parlait de scientologie, c'est ça? Donc... Ça me permet une parenthèse après, parlant d'auteur, là. Oui, vas-y. Parce que un point qui je trouve intéressant, c'est là on parle d'un auteur qui devient
semi-réalité à travers la scientologie, certaines pensées. Puis tout ce qu'on parle depuis tantôt, quand on parle de science, de direction de ce qu'on prend, la direction qu'on prend, ce qui est drôle, c'est à quel point les films de science-fiction viennent inspirer les chercheurs, viennent inspirer un peu le futur, puis vers où on s'enligne. Puis Le film ou roman ou... film ou roman ou autre. Parce que les films sont basés sur des livres. C'est pour ça que je dis auteur de science-fiction. Je dis film, je parle de... Ouais, mais même, il y avait un mème la semaine passée, des Jetsons, qui ont... Ils reprenaient plein de capsules des émissions que c'était des technologies maintenant qu'on a aujourd'hui, puis qu'on prenait pour de la science-fiction à l'époque que c'est sorti. Les voitures qui volent, là, c'est fait, là. Les sont juste pas approuvés. Les hoverboards, ça n'existe pas encore, par contre. Tu veux dire, pas dans la façon existante, pas dans la façon, exemple, qui a été présentée. Ils ont réussi à le faire. Il y a peut-être des roues, mais ce que je veux dire, c'est une évolution qui tend vers on a vu ça, c'est le fun. C'est intéressant, puis il y a du monde qui va essayer de le marketer puis de le rendre dans le marché. Fait que je suis quand même assez, quand tu y penses, ultimement, comme les architectes de la société future, c'est beaucoup les auteurs actuels. Je pense que c'est des visions. Les actuels, non. Actuels, passés, je veux dire. Il n'y a rien de nouveau dans. Futuriste. Ouais. Je dirais passé. Je dirais années 20, 30, 50, 60, 70. Là. C'est pas mal là que tout s'est passé au niveau de la réflexion, là, parce que là, on repompe puis on rechie, excusez l'expression, pas mal ce qui a été fait dans le passé. Là. Il y a des bons auteurs, là, mais tu sais, Hyperion, tout ça, mais c'est tout basé sur les anciens auteurs. Tu sais, Jules Verne était plus innovateur que bien des auteurs d'aujourd'hui. Puis en passant, c'est L. Ron Hubbard, le fondateur de la religion de la scientologie. En quelle année, rendu là? Très bonne question. Il n'est pas marqué. Je vais aller. Ils veulent que j'aille sur le site. Non, je ne veux pas aller sur le site. Je ne veux pas avoir de publicité de vous autres. Mais bon, parlant de futur, j'aimerais ça. On en parle de l'auto de BMW. Comment ça s'appelle? Le DAL-E, non? C'est ça? La D. La D-E-E. Est-ce que vous avez eu le temps de la regarder un peu? J'ai regardé, je trouve ça intéressant. Je trouve ça spécial, les concept cars en général, parce que c'est de la recherche qui sert éventuellement à implémenter 1% de cette technologie-là dans une voiture, puis éventuellement, mais ça fait toujours un peu rêver, comme si c'est ça qui va absolument se passer. Dans le temps, ils prenaient un démo comme ça, puis ils mettaient une actrice en arrière avec le micro pour montrer ce qui se passerait. Mais là, c'est vraiment ça. Là. C'est vraiment la voiture a un speech pattern humain, elle répond aux questions. C'est impressionnant. C'est vraiment j'imagine que le script a dû être pratiqué quand même plusieurs fois pour être sûr qu'il n'y ait pas de possibilité encore drôle, de poser une question qui ne donne pas la réponse voulue. Là. Ouais. Surtout, mais ça fait 20 ans qu'on fait des erreurs en trade show. Là, ça a commencé avec Bill Gates, après ça, c'est Apple, après ça, Elon Musk. Après ça, Elon Musk a pété la fenêtre de son auto. Ça, c'était tellement drôle. Mais, c'est impressionnant. Fait que là, la voiture, elle répond. Elle a une voix super humaine. Puis, quelque chose de vraiment cool, puis qu'on foresee depuis très longtemps, c'est qu'elle peut changer de couleur avec une manette. Mm-hmm. Fait que toute la peinture, c'est une peinture électrostatique, 4 couleurs, que tu peux changer la couleur. Je ne sais pas si tu l'as vu, là. Tu peux changer la couleur de la voiture, la mettre en disco. C'est vraiment plat. Allez voir ça. Juste avant, je dirais pas si longtemps, il y avait parlé d'une voiture qui passait du blanc au noir. Oui, ça fait pas si longtemps, en effet. Mais là, on est rendu maintenant, tu es rendu avec une personnalisation. OK, tu veux le modèle M avec les stripes bleu, blanc, rouge. Puis là, tu vas faire passer au jaune. C'est comme... Moi, j'avais des Hot Wheels qui te passaient de vert au jaune dans l'eau chaude. Ah oui? Je sais pas si c'est je pense que c'est la même technologie. Oui. Ben, moi, ce que j'ai trouvé le plus impressionnant de la voiture, en fait, c'est toute la partie réalité augmentée à partir de la vitre. Donc, tu sais, je suis curieux de voir encore là parce que ça sentait relativement stagé le vidéo, tu sais, à quel point c'est vraiment une technologie au point ou autre. Là. Mais ça aussi, il va y avoir beaucoup la notion d'overlay, tu sais. Je pense que c'est Cadillac, il y a quelques années, là, qui était capable de détecter des animaux, des humains. Fait qu'en conditions nocturnes, ben, il est capable de les faire apparaître en rouge dans le dash, alors que, tu sais, l'œil est à peine capable de percevoir qu'il y a quelque chose au loin pour que les gens aient une capacité de réagir en amont, puis pas être comme une fois que tu es rendu dessus, que tu le tues, littéralement. Dans les années 90, Buick, avec la Riata, avait annoncé ça, parce que c'était la première voiture qui avait un écran cathodique que tu contrôlais la radio, tout ça, puis il avait annoncé qu'il y aurait une caméra qui détecterait d'avance. Mais là, on parle de 90, ça n'est jamais arrivé, cette caméra-là, d'ailleurs, mais
Mais le démo existait déjà. Puis, comme tu dis, là, qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce qui ne l'est pas? Là? Ben là, ils disent qu'ils l'ont fait, que la voiture, c'est ça en ce moment. Ben, je serais vraiment curieux de le voir en action parce que justement, je sais pas si vous avez vu, ils présentent un peu comme tu as différents niveaux de réalité augmentée. Ça va de petit affichage jusqu'à voir tes vidéos, médias sociaux, appels, ainsi de suite, d'avoir sur l'écran, c'est sur, sur la vitre. Puis le niveau 4 ou 5 qui est littéralement un monde virtuel qui est présenté devant toi. Fait que là, c'est assez capoté. Là. Oui, puis comment ils font la rétroprojection de tout ça aussi sur le dash au complet. Moi, je parle vraiment dans la vitre, mais oui, sur le dash aussi, il y a des écrans. Non, mais le dash, ce que j'ai compris, c'est que c'est de la rétroprojection. Okay. Mais c'est une nouvelle sorte de rétroprojection dans le sens que par exemple, là, sur ma Jaguar ou sur ton sur ta Tesla ou sur ta BM d'ailleurs. Mais, on vient de nommer nos trois chars. J'ai pas. T'as pas Oui. Sur ton dash que tu vois la vitesse? Non, j'ai pas ça. À dash, je trouvais que en tout cas, les Audi, niveau performance, c'est bien le fun, mais par contre, niveau technologie, c'est pas un char, c'est pas des chars à gadget. C'est juste quoi, je dis ça. Mais c'est pas un gadget, c'est juste la vitesse dans la passe. Mais la façon que ça fonctionne, c'est que tu as un projecteur dans ton dash qui projette sur ta fenêtre ta vitesse, puis ta navigation, tout ça. Puis quand tu conduis, tu n'as pas besoin de regarder là ou regarder ton téléphone. Tu l'as sur ta fenêtre pendant que tu conduis. Mais c'est de la rétroprojection, right? Ça pousse. Fait que là, la nouvelle technologie, c'est pas que, parce qu'ils ne sont pas rendus là encore, il n'y a pas un film transparent qui est aussi un écran. Fait que c'est projeté par des faisceaux, mais par le bas. Fait que c'est comme si c'était une ligne de DEL ultra fin qui projette l'image, puis elle s'étend sur ton dash. La résolution doit être particulièrement dégueulasse. Non, mais parce que ce que tu sais pas, c'est que les nouveaux écrans de Stadium, là, Tu parles de cinéma, Stadium. vraiment soccer, tout ça. Là. OK. Des stades. Ouais. Il y a beaucoup d'écrans de projection maintenant que c'est juste une barre que tu mets à terre. OK. Tu mets une barre à terre. Il faut une quantité d'informations hyper concentrée et définie. Oui. Surtout qu'une lumière, c'est ça plus ça devient distant, plus ça devient flou. Il faut que tu compenses avec ça. Ça doit être assez... Oui, puis l'écran que tu utilises qui est ultra mince comme un papier, lui, il faut qu'il ait la capacité de prendre cette information-là puis la projeter adéquatement. Là. Oui. Mais c'est à voir, surtout que si on parle d'un véhicule comme Deeves qui ça prétend aller créer, exemple, un monde virtuel, ben là, ça ne peut pas être flat. Fait que, mais c'est quoi l'utilité qui est en char? J'en ai aucune idée. Honnêtement, il y a bien des affaires dans la présentation. Tu conduis, peut-être juste ton Google Maps. Ouais. Des fois, tu arrives dans des spaghettis là, où est-ce que tu as 3-4 sorties en même temps, puis des fois, tu tournes à gauche, tournes à droite. Bien là, littéralement, tu vas voir, la route va être peinte en bleu. Fait que par-dessus la route, fait que là, il n'y a plus d'interprétation de dire, OK, c'est cette rue-là ou cette rue-là. C'est comme, OK, je suis à la ligne bleue, puis la ligne bleue est par-dessus ma route. Oui, mais d'ici 3 ans, on ne conduit plus. Là. Disons 5 à 10 ans, on ne conduit plus. Nos chars conduisent. Oui, mais ça aussi, c'est une autre affaire. Avec, comme on parlait d'Elon tantôt, avec sa base de données. Il y a tellement de Tesla vraiment dans le monde avec les caméras, l'autopilote, qu'il y a énormément d'informations qui est loguée. Mercedes? Comment? Mercedes. C'est pas Tesla qui a le système d'autonavigation le plus puissant au monde? J'ai pas dit le plus puissant. Je dis la grande quantité de gens qui filent la machine. Ouais, okay, et là, quand tu prends, dis OK, oui, il y a des accidents, puis là, évidemment, bon, ça fait toujours les manchettes quand il y a un accident de. Mais il n'y en a pas eu depuis longtemps. Là. Non, mais il y en a quelques-uns encore. Ouais. Mais tu dis, OK, mais si on mentait aux nouvelles tous les accidents de voiture qui arrivent, là, quand on fait la comparaison de heure conduite versus nombre d'accidents, après ça va être et où la tolérance de la population puis des gouvernements à dire ben oui, on switch à l'autopilote, il va y avoir des morts, mais tellement moins que si on laisse le monde conduire. Encore là. Mais là, tu dis, plus ça évolue, moins il va en avoir. Pas juste ça, c'est que si demain tous les autos étaient sur autopilote, je veux dire, ils pourraient se filer de l'information pour qu'il n'y ait jamais de collision. Non, c'est pas pour ça. Les collisions qui ont été vraiment marquées, c'est que ça frappe quelqu'un ou un vélo. Quand ça frappe un char, personne n'en parle. Ou ça aboutit, des fois, c'est parce que la caméra ne reconnaît pas une vanne blanche qui était arrêtée. Fait qu'elle a décapité, l'auto s'est décapitée en dessous ou il a carrément foncé dedans. Ou il y avait des cônes où l'auto elle réalise pas que la voie est fermée pour construction. Fait que
ça aussi, il y a une évolution, puis maintenant, la technologie s'en vient de plus en plus précise, mais il va y encore avoir de temps en temps des glitches. Puis là, c'est quoi notre tolérance à ces glitches-là? Parce que là, tu dis, OK, on est capable de se permettre, on est capable de pardonner à l'humain d'avoir fait une erreur, mais on ne tolère pas qu'une machine le fasse, même si elle en fait 100 fois moins. Tu sais, on parlait de Mercedes tout à l'heure, comme en tout cas, moi, j'embarquais, tu as raison. Là. C'est une question de ratio, d'intelligence, puis d'analyse, puis Tesla a de l'avance au niveau du nombre de voitures sur la route. Mais la technologie de Mercedes au niveau de l'autoconduite, elle est vraiment incroyable. Elle est développée à un point incroyable. Puis là, ce qu'ils ont décidé de faire, en fait, les dernières voitures haut de gamme, là, on parle vraiment du top, c'est tu as tous les avantages et la performance d'un conducteur sans possibilité d'erreur. Fait que tu conduis ton auto, tu choisis la vitesse, tu conduis comme un malade mental, tu t'amuses avec ton char, mais ton char ne te laisse pas faire de conneries. Fait que si tu roules à 200 km/h sur la petite route, sur le petit chemin, le char va savoir qu'il y a un autre char qui s'en va, puis il ne te laissera pas. Il va ralentir par lui-même, changer de voie par lui-même, éviter l'accident par lui-même. C'était rendu loin, là. C'est comme moi qui doit avoir tout le fun. Que, je veux dire, tu vas à 200 dans une zone scolaire, elle a l'erreur. Je veux dire, quand bien même c'est le char qui pèse sur le frein, je veux dire, le kid. Non, mais il ne te laissera pas aller. Est-ce que je veux dire, c'est. Mon point, c'est ça. Mon point, c'est qu'il ne te laissera pas dans une zone de 30 par 200. Right? C'est exactement ça, mon point. Je serais curieux de voir ça, mais c'est impressionnant si c'est le cas. Oui. Non, c'est débile. Ben, j'ai quelqu'un, moi, j'ai un ami qui a la nouvelle Mercedes là, futuristique. Puis là, il m'a rentré dedans, puis il dit qu'on va aller en quelque part. Là, puis, tu sais, j'avais peur. Là, puis c'est un peu comme la Tesla, là, où est-ce que tu n'as aucune idée de la performance de ça. Puis là, il essayait de la faire. Il essayait de faire des conneries, là, tu sais. Puis le char, tu sais, comme. Je vais foncer dans ce char-là en avant, Justin. T'es prête? Il mettait le pied dans le fond, là, puis ça montait. Écoute, 0-100, c'est. Ben oui, j'étais pas en confiance du tout, moi, mais je l'ai vu en action. J'étais comme, non, mais t'es pas obligé. Non, oui, tu vas voir, Non, je n'ai pas obligé. Puis le char est vite, puis tu vois que lui, il est comme. C'est pas lui qui décide, là. C'est la Mercedes a dit, non, ça va pas là. D'ailleurs, il y avait. Désolé pour le mais dans Avego, il venait d'avoir sa Tesla 3. Puis il dit, je roulais sur l'autoroute, mais peinard. Puis l'auto a changé de voie à la dernière seconde, tu sais, comme sans que j'aille à toucher rien. Puis quelqu'un n'avait pas fait son angle mort, puis s'en venait de l'emboutir, tu sais. Puis il dit, grâce à la technologie, j'ai évité un gros accident parce que moi, je ne l'ai jamais vu arriver, cette voiture-là. Ouais. Et la voiture a changé de voie par elle-même pour éviter l'accident. Fait qu'il y a un bénéfice à ça, tu sais, qui... Ouais. Mais c'est ça, ça va être de voir ben, tu vois, alors, à quel point on est capable de la rendre safe-proof, puis quand il va y avoir des erreurs, on va se mettre à appuyer sur le bouton panique, tu sais. Ou on va dire, ben ça fait partie de l'évolution. Puis c'est de la transposition de la confiance, je veux dire, puis on le fait avec des machines médicales. Je veux dire, c'est capable de faire confiance à une machine pour ton respirateur artificiel ou ton. À un moment donné, il y a une transition de confiance qui se fait, absolument. Mais c'est pas instantané parce que on sait qu'en tant qu'humain, on est capable de faute, puis on transpose, on humanise beaucoup les technologies souvent. Avec, on peut faire des erreurs, blablabla, sauf que est-ce que je vais mettre ma vie dans les mains d'une technologie? On va souvent se dire non, mais moi, j'ai bien plus peur des fois de l'humain, souvent, que de la technologie. Ben, les deux, moi, j'ai jamais entièrement confiance en quoi que ce soit. Là, quand ça vient, je dis souvent à ma fille, le problème, j'ai acheté un gros char, là, j'ai acheté un tank pour sa première voiture. Puis j'ai dit, tu sais, Mélodie, j'ai super confiance en toi, tu es une personne qui est extrêmement sage, tu es intelligente, tu réfléchis avant d'agir. Mais l'autre crétin qui s'en vient puis qui a bu, là, lui, il s'en fout que tu sois intelligente puis consciencieuse. Puis, fait que là, il va rentrer dans un tank. Puis tu vas être correct. Mais c'est ça, tu sais. Mais tu sais, c'est sûr que la technologie peut avoir des erreurs. Tu sais, c'est le fondateur d'Oculus qui a vendu à Meta, que justement, il a fait un casque récemment où t'as un jeu à l'intérieur, puis le casque, littéralement, si tu rates le jeu, il te tue parce qu'il y a des petits explosifs. Ouais. Puis il dit que lui-même ne va pas l'essayer parce que quand même, il a voulu faire le plus réaliste possible, puis fail-proof. Il dit, je pourrais faire une erreur, puis je ne me tente pas de me tuer, tu sais. Oui, je l'ai vu avec les 3 pins, que si tu te fais tirer, ça te rentre le clou dans la tête. Ouais. C'est un autre sujet à part entière. Là, mais encore là, dans CS 2023, donc le trade show où est-ce qu'il y a toutes les nouvelles technologies, il y a un nouveau chandail aussi mince que mon T-shirt que tu mets, super mince. Et quand tu joues à des jeux vidéo puis tu te fais tirer, tu sens la balle te passer à travers. Oh, tabarnouche. Ouais. Et tu sens vraiment comme l'impact
La résonance puis l'impact minimisé par l'arrière. Et ça, j'imagine que ça peut quand même être relativement track comme technologie. Parce que tu peux avoir des impacts, même si tu n'es pas blessé, le fait d'être surpris, le fait d'être ici, ça peut te créer un certain traumatisme. Il peut y avoir un impact qui va plus loin. Tu sais, le niveau de réalisme, c'est pas juste de dire le jeu il est plus le fun ou il est plus immersif, dans le sens que si l'immersion est totalement parfaite puis tu te fais tuer sauvagement dans un jeu, tu vas l'avoir, tu vas voir le PTSD de ça. Il y a des traumatismes. Puis si tu regardes tous les films qui parlent de réalité virtuelle, la majorité arrive à la conclusion de dire fais attention parce que si tu meurs dans le jeu, tu meurs dans la vraie vie. Hein, c'est souvent ça. Hein? Ben, c'est quoi la série sur Prime où c'est des mondes parallèles, là, puis ils reviennent du futur dans le passé, puis via des casques virtuels, là, puis ils ont des avatars. Puis c'est ça, là, quand ils vivent un traumatisme de l'avatar, c'est physiquement, ils ont la conséquence dans le monde réel. Si le jour où l'émergence est totale, ce qu'ils disent, c'est que ton cerveau va te tuer. Ben, ça fait du sens. Ouais. Tu vas être tellement persuadé que tu viens de mourir que ton cerveau va faire un shutdown. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que l'instinct de survie va... On verra. On va la suivre sur JP. Mais c'est ça, ce chandail-là, c'est quand même cool. Moi je suis un fan de réalité virtuelle. J'aime les jeux de combat. Ou même de l'avoir pour avoir... Mes jeux préférés, c'est les jeux de course. Et après ça, c'est les jeux... les first person shooter. C'est ça que t'as dit? Oui. Ah, c'est pas ça que j'ai compris, excuse. Oui, first person shooter, exact. Puis ça, c'est mes deux types de jeux. Mais tu sais, d'avoir un chandail comme ça avec un casque, puis... de sentir la vibration de la voiture. Parce que c'est toujours ça le problème. Tu sais, j'ai les meilleurs guidons, puis je tourne, mais tu sais, t'as pas la force. Oui, t'as pas le G, t'as pas... Mais tu peux l'avoir tout ça. Tu sais, pas plus le les G, tu red peux avoir le force feedback, tu peux avoir plein de choses, mais par contre, tu n'auras pas la sensation de vitesse de ton oreille interne qui dit la force G, justement. Ou ce que Disney tu peux réussit à simuler faire. beaucoup de choses. Ça. Ce que Disney réussit à faire. Oui, bien alors, donc, comme vous savez, moi, j'étais allé à Disney World avec mes enfants pendant les vacances, puis ils ont 2 nouveaux manèges. Un, c'est Mission to Mars, il n'est pas nouveau, mais tu es dans une chaise, tu ne bouges pas vraiment, puis tu as vraiment l'impression de faire le parcours. Le parcours. Un peu comme les sièges des box là, dans le cinéma, qui est une technologie québécoise. Non, mais qui était quand même. Écouter Avatar dans un siège de même, là, quand ils volent ces dragons, tu es en immersion. En passant, ils sont là, hein, je l'ai fait. J'ai fait le manège d'Avatar. Où est-ce que tu es vraiment debout, assis sur un vrai dragon? Oui. Je te jure que tu penses que oui. Ça aussi. En plus, ils ont mis les effets spéciaux, l'eau, tout ça. Fait que tu passes en dessous de la chute puis tu sens l'eau de la chute. T'as la brume. C'est débile. Fait que ça se fait. Tu peux imiter la. Je suis vraiment curieux parce qu'en même temps, c'est souvent ça qui cause des problèmes de motion sickness. Oui. Ça m'a pris 3 heures me remettre du manège. Vraiment physiquement. Je veux dire, vraiment, quand tu utilises des cases de réalité virtuelle, tu sais, la divergence entre ce que ton arrêtant, ton cerveau sent comme mouvement versus ce que tes yeux perçoivent, c'est différent. Oui, parce que tu bouges dans le virtuel. Non, mais tu bouges quand même dans ces chaises-là. Tu bouges quand même dans ces chaises-là. C'est juste qu'ils sont statiques. Tu avances. OK, non, t'es statique. Ils sont statiques, mais c'est la motion de la chaise. Ça veut dire que tu restes sur le même point. Mais la façon qu'il manipule la chaise, c'est comme si tu bougeais. Je sais pas si je peux t'expliquer ça. Non, je comprends c'est comme il crée l'impact tellement fort. À Disney. C'est juste ça que ça veut dire. Faut que j'aille à Disney pour savoir si sérieusement, là, c'est... Puis je te jure que mange pas avant. J'avais jamais vécu ça de toute ma vie. Je dirais peut-être pas à Disney finalement. Je sais pas si tu te rappelles dans le temps, la ronde, pas la ronde, au Parc Belmont, il y avait l'affaire centrifuge. Là. Mais il l'avait à la ronde aussi, l'avatar. Ouais. Mais il était moins, moins boboche. À la ronde, c'était l'OVNI qui tournait vite et ça. que les sièges, puis ils l'ont enlevé parce que crime, ça vomissait sans bon sens. Mais le rotor, il y avait le rotor aussi. Là, le monde s'était empêché sur le mur, puis là, les plus vieux, ils s'amusaient à se mettre la tête par en bas. Quand ils arrêtaient trop vite, ils tombaient à sa tête. Là, lui, tu étais vraiment à la force centrifuge, tu te regardais coller, là, puis là, on s'amusait justement à faire des twists. Ça m'a fait plus d'effet que ça, Mission to Mars. Fait que parce que tu as 2 missions, hein? Tu as Mission Earth, puis tu as Mission to Mars. Puis tout le monde prend Mission Earth, puis on ne savait pas pourquoi. Fait que nous autres, les 4, on a dit Mission to Mars.
Pas sûr que c'était le bon choix. On a adoré ça. J'ai jamais vécu ça. C'est incroyable. Là. Le décollage, tu sens, t'es pogné dans ta chaise. Quand ils font pas le boomerang, comment on appelle ça quand tu fais c'est pas le boomerang quand on fait ça, mais en tout cas, ouais. Quand tu reviens, l'espèce de force, l'espèce d'effet slingshot, là. Le slingshot, merci. Le slingshot autour de Mars pour revenir, là, tu sens vraiment, tu te sens collé, là, puis tu t'en vas comme ça. C'est complètement débile. Complètement débile. Je suis vraiment curieux de voir c'est quoi la technologie derrière, comment ça fonctionne. Ça serait intéressant. Mais les nouveaux manèges sont débiles, vraiment. Là, moi, ça a été ça a vraiment été une belle expérience, surtout que, je vais finir là-dessus un petit peu, là, mais mis à part le côté dispendieux de Disney World, puis c'est plus que dispendieux. Là. Ça n'a aucun sens. Les gens qui sont là, qui n'ont pas les moyens, là, ils doivent s'endetter pour 5 ans pour pouvoir aller à Disney World. Ça n'a aucun sens. Un souper dans un restaurant le soir, là, c'est 350 US pour 3 personnes. Puis tu n'as pas mangé extraordinairement. Là. US. Fait qu'à 1,5, là, ton souper vient de te coûter 500$. Hein. Puis il n'y a pas de. Au restaurant, c'est ça. Ou sinon, tu manges du fast-food, puis ça coûte 200$. Fait que c'est très, très dispendieux. Puis là, nous, on a pris en plus les passes Fastlane. Fait qu'on a fait tous les manèges. On a réussi à toutes les faire. Puis les Fastlane d'avant n'existent plus. Fait que là, quand tu rentres, tu bookes celui que tu veux. Puis quand tu rentres dedans, tu as un délai pour le prochain d'à peu près 1 heure ou 2. Fait que si je fais l'erreur de dire, je veux vraiment faire Aladdin, j'ai un exemple, puis il est à 3 heures, puis je décide de booker lui avant, mais jusqu'à 4 heures, je ne peux pas booker un autre Fastlane. Fait qu'il faut que tu times tes affaires. Fait que tu arrives au premier, tu bookes tout de suite ton deuxième. Une fois que tu arrives à la gate, après ça, tu bookes tout de suite ton troisième. Puis là, on a réussi à faire ça. On a réussi à tout faire les manèges. Puis je dois vous admettre que il faut vivre ça une fois dans notre vie. Là. Puis mes enfants, ils sont à un âge où est-ce que je les vois avec des bébés, là, ça sert à fuck all aller là avec un bébé. Bon, si j'irais en ce moment, moi, je mets du enfant, tu sais, t'as 3 ans perds et ton demi, temps, dis-moi, tu dépenses l'argent pour moi, rien. j'irais pour moi. Je veux dire. Ouais, mais moi, j'étais allé pour une convention 3D, justement, là, pour SolidWorks, au Dolphin. Donc, on était sur le site. Ouais, nous aussi, d'ailleurs. Et Animal Kingdom. le samedi, dimanche, la conférence était la semaine, fait que moi, j'étais arrivé le week-end d'avant. Et puis, à l'époque, ça coûtait genre 50$ de plus pour pouvoir faire plus qu'un site dans la même journée. T'sais. Ouais. Oui, ça, je l'ai. Ça s'appelle le Hopper. C'est ça, le Hopper. Puis là, comme ma cousine était une habituée de Disney, elle dit, tu sais, ça vaut-tu vraiment la peine de payer 50$ de plus? Parce qu'on avait accès à Animal Kingdom, nous autres, juste pour nous, notre convention le mardi. Oh, wow. Fait que ça m'empêchait de faire comme un des parcs thématiques. T'sais. J'avais jamais fait Hollywood Studios parce qu'il n'existait pas à l'époque. Okay. Elle dit, juste pour le Aerosmith puis le Tower of Terror, ça vaut 50$. Fait que j'ai dit, OK, parfait. Fait que je paye le 50$. Je commence mon week-end et là, c'est ça, le dimanche matin, de notre hôtel, il y avait une navette fluviale pour rentrer à Hollywood Studios. Puis on a accès, 8h30 avant. 8h30, 1 heure avant. Là, une demi-heure avant. La plèbe. Ouais. Et là, je commence mon parcours Aerosmith, Tower of Terror, avec les Fast Pass. Et là, comme je suis tout seul, ben, j'ai les yeux vissés sur mon iPod. Fait que les gars, souvent, me demandent pas mon Fast Pass. Trop gêné de me déranger, parce que je suis je suis en train d'écouter des films pendant que je suis dans la ligne. Alors, je fais à peu près comme 5-6 fois chaque manège back-à-back. Wow! En dedans de, mettons, 1 heure, 1 heure et demie. Je commençais à être vert un petit peu après. Oui, je comprends. Et là, j'appelle ma cousine et dis, ouais, bon, là, je viens de rentabiliser mon 50$ dans mon premier recul. Je comprends. Mais, tu sais, Animal Kingdom puis Magic Kingdom, c'est 2 qui valent la peine de faire 2 jours. Moi, j'ai fait 2 jours à Animal Kingdom, 1 journée à Magic Kingdom. Si tu as des jeunes enfants, là, on va dire l'âge de ta plus vieille, puis un peu plus vieux, Magic Kingdom, ça vaut la peine. Toutes les autres Kingdoms, peut-être moins. Animal Kingdom, c'est cool, mais c'est quand même, c'est rendu très évolué, fait que je suis pas sûr, tu sais, n'importe quel âge. Hollywood, c'était débile, j'ai adoré ça. Mon préféré reste, depuis les années 90 que je suis allé, c'est Epcot. Là. Moi, je vais toujours être un gars d'Epcot. Là. Je ne sais pas pourquoi, là, mais c'est comme mon préféré. Puis c'est ça. Mais tu dis, tu étais sur les lieux. Si vous avez les moyens d'avoir l'hôtel sur les lieux, faites-le. Il y a plein d'avantages. C'est beaucoup plus dispendieux, mais il y a plein d'avantages. Fait que sur ça, on finit ça de même. Le AI à Disney. Ça, ouais. C'est un beau titre d'épisode, AI, écoute... Un autre mais si on peut finir sur AI...
Oui, un autre visionnaire. Non, Puis- mais tu sais, puis- faire un parc thématique dans une swamp, là, il fallait le faire. Là, tu sais, je veux dire, qui voulait que ce soit son propre pays, avec une ville futuristique, avec des choses... Oui, le gars, il était ça à coche. tout le monde le trouvait fou là, aussi là, quand il est parti ce projet-là. Là. Fait que moi, je vais finir sur une pensée, si ça vous dérange pas. La pensée, c'est commencer tout de suite à étudier ce qui se passe au niveau de l'intelligence artificielle. N'ayez pas peur de perdre votre job. Au contraire, les gens qui vont réussir dans les 5 prochaines années, c'est ceux qui vont réussir à intégrer l'intelligence artificielle dans leur travail et non penser que ça va les remplacer. Fait que c'est pas de ne pas comprendre, c'est pas que la job va se faire pour vous, parce que si vous avez les bons éléments, puis vous savez vous en servir, vous allez faire un meilleur job qu'elle, parce que vous allez l'utiliser comme un outil. Voilà, je finis là-dessus. Merci tout le monde. Merci.